Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'inviter dans ce contexte d'interdisciplinarité qui est toujours un grand bonheur. Ce sont des lieux, des moments assez rares finalement, parce que l'interdisciplinarité est très critiquée dans un sens, et peu d'universitaires tiennent à continuer à vraiment s'atteler à cette tâche indispensable. Et donc c'est un grand plaisir de pouvoir venir à Nantes pour en parler. Merci aussi à Arnold Magdelaine, je ne sais pas s'il est toujours là. Ah, il est là. Je suis pas dans l'événement, c'est Sophie. Si, parce que c'est toi qui as fait le lien, donc, puisque je suis venu effectivement à Nantes en juillet, également dans notre contexte. Et donc, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais apporter une autre vision de cette question de la santé et de l'industrie à travers ma propre expérience. En fait, moi, je ne suis pas un académique de naissance, si je puis dire. Je viens vraiment du monde de l'entreprise, plutôt des sciences de gestion au départ, et de la philosophie ensuite, en raison de cette rencontre un peu improbable et miraculeuse qui était celle de la création de l'Institut de recherche et d'innovation avec Bernard Stiegler, qui, vous le savez, est décédé en 2020, mais dont nous continuons à poursuivre un petit peu les intuitions à travers à la fois des travaux théoriques, mais surtout beaucoup d'expérimentations très pratiques sur des terrains, notamment en Seine-Saint-Denis, donc j'aurai l'occasion d'en parler en fin de cette intervention. Alors, je vais essayer d'aborder cette question de l'organologie de l'innovation contributive. Donc, ça ne sera pas du tout une historique de l'innovation. Je ne suis pas un théoricien de l'innovation, même si ce matin la discussion sur prospective, futurologie était intéressante. Elle commençait à esquisser un débat sur la question de l'innovation. Moi, je suis plutôt simondonien. J'ai fait ma thèse sur Simondon, et donc chez Simondon, c'est plutôt la question de l'imagination et de l'invention. Son ouvrage célèbre sur cette thématique qui nous inspire. Et donc c'est toujours une vision, une approche par le milieu. Chez Simondon, c'est plutôt un milieu socio-technique, c'est même parfois très technique, puisqu'il évolue avec des objets, et c'est ce mode d'existence des objets techniques qu'il essaye de décrire, mais jamais sans oublier bien sûr le contexte biologique, social, institutionnel, historique aussi, qui est indispensable et qui permet donc d'aborder cette question de l'innovation dans un contexte, on dirait, systémique ou fonctionnel, ou on dirait opérationnel. Enfin, Simondon a un mot pour ça, c'est l'alagmatique, donc plutôt les théories de l'organisation et qui est à l'œuvre dans sa pensée, et des opérations. Et puis, alors, si j'ai le temps, j'aimerais lancer un petit peu une perspective nouvelle qui est celle de l'industrie, repenser l'industrie à travers la techno-écologie. Ça, ce sont des travaux très récents qui animent la communauté simondonienne. Je parlerai notamment du colloque de Cerisy qui a eu lieu cet été à l'initiative de Vincent Bontemps, donc qui est un philosophe simondonien très, très connu, et qui, avec Jean-Hugues Barthélémy, Ludovic Duhem notamment, essaye de repenser une forme d'attitude écologique au sein même de la technique, au sein même de la technologie. Donc on parle soit de techno-écologie ou d'éco-technologie aussi, pour désigner non pas les technologies de l'environnement, j'enlève tout de suite cette ambiguïté, mais plutôt penser la question du milieu à l'intérieur même de la technique. C'est ça qui est intéressant. Donc une théorie du milieu, une théorie des relations à l'intérieur de la technique, et notamment à l'intérieur du numérique, qui est le sujet qui m'intéresse plus précisément. Dans une attitude du prendre soin, là aussi je lève une ambiguïté, c'est pas forcément les théories du care
qui nous animent, même si bien sûr elles ont tracé une voie très, très importante historiquement, mais c'est plutôt une filiation qui part de Canguilhem, hein, donc la question de la normativité, et donc se prendre soin se joue justement à travers la question de l'organologie, c'est-à-dire une vision des organes au sens très large, organes biologiques bien sûr, mais aussi organes sociaux et organes techniques, tels que Canguilhem précisément l'a introduite, principalement dans la connaissance de la vie, son ouvrage, mais aussi dans le normal et le pathologique, et c'est là que c'est intéressant parce que je pense qu'on pourra faire des liens avec la question de la santé, puisque chez Canguilhem, être en bonne santé, c'est précisément maîtriser son environnement, maîtriser son rapport à la fois au social, au technique, au biologique. C'est donc bien une organologie, un rapport organologique général, on dirait organologie générale, qui nous anime. Alors bien sûr, après Canguilhem, à travers Simondon et Stigler, bien sûr, qui lui-même a théorisé cette question en rapport avec l'écriture. Hein, c'est son rapport à Derrida aussi qui intervient là chez Stigler, qui est intéressant parce que et à Freud d'ailleurs. Donc il y a aussi cette question du désir en fait qui intervient dans le rapport au milieu. Il y a toujours cette question de l'écriture et du désir. Qui anime Stigler, notamment par exemple dans l'ouvrage qu'il a dirigé avec Liry sur organologie des savoirs et technologie de la connaissance, qui est un peu fondateur en 2012 de cette approche de l'organologie générale. Alors, avant de parler d'organologie, je dirais quelques mots de l'approche pharmacologique, qui est fondamentale dans tous les travaux que nous menons à l'IRI. Pharmacologie au sens du pharmacone, hein, donc le pharmacone qu'il faut précisément d'abord situer dans le champ de l'écriture, hein, il faut repartir des fondements platoniciens, hein, de la question de l'écriture et de son rôle pharmacologique, à la fois poison et remède, notamment dans le Phèdre, et surtout de la critique qu'en a fait Jacques Derrida, puisque dans cette édition-là que je vous montre à l'écran, le texte de Derrida, la pharmacie de Platon, est une ouverture au-delà de cette question de l'écriture à la question du désir, à la question de l'énergie libidinale, à la question du rapport du parricide, hein, qui est finalement à l'œuvre dans notre rapport à l'écriture. Parricide de l'écriture par rapport au logos, à l'oralité, hein, et qui est aussi en jeu dans le Phèdre, puisque on pourrait dire que Platon lui-même est dans cette situation. Il est une sorte de contrepoint à l'oralité, à la dialectique que Socrate pratique lui-même. Mais bon, Platon se projette dans l'écriture lui-même, même s'il garde ce lien à la forme du dialogue, à la forme dialogique. Quelque part, il l'a trahi quelque part, et il introduit des notions d'idéalité, d'idées qui sont à l'origine de l'idéalisme en philosophie. Et donc forcément, le pharmacone, pour nous, a non seulement ce rôle fondamental dans toute technique, hein, pas seulement dans l'écriture, hein, d'être à la fois un poison et un remède, mais aussi d'être un objet dont il faut prendre soin. Hein. C'est là que la filiation à Canguilhem est importante, puisque, comme je l'ai indiqué en introduction, c'est dans le rapport à l'écriture qu'on va finalement trouver sa bonne posologie, si vous voulez. Hein. Et donc dans l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui, on est un peu tous, hein, chacun d'entre vous, je pense, est subi des addictions ou est plus ou moins addict à ces dispositifs. Comment arriver à trouver ce que Canguilhem appelle la normativité, hein, et prendre conscience des dangers et des opportunités qui sont à l'œuvre dans cette technique
extrêmement dominante aujourd'hui à travers le numérique. Par ailleurs, cette approche pharmacologique nous permet aussi de toujours, non pas refuser l'écriture ou refuser le calcul, mais s'appuyer sur ces formes d'automaticité. Finalement, ce matin, on parlait beaucoup de la théorie des jeux, de von Neumann, des règles. Hein. Voilà, comment est-ce qu'on peut dépasser la règle pour jouer, on pourrait dire, et je parlerai de la question du jeu qui nous anime beaucoup actuellement dans les travaux de Géry, et dépasser, donc, et s'appuyer sur le calcul pour accéder à une forme d'intuition hein, qui remet au goût du jour les questions de créativité et donc justement d'invention du futur. Hein. C'est bien ça l'innovation pour nous. Ce dépassement du calcul sans le refuser, hein, puisque c'est aussi un artiste, je dis souvent, un artiste de théâtre ou un musicien passe par des phases d'automatisation. Il apprend sa partition par cœur ou son texte par cœur, donc finalement il passe par une attitude de robotique presque, hein, et c'est justement en passant par cette phase d'automatisation de lui-même qu'il va accéder à l'improvisation et à ce qu'il y a de plus beau, hein, ce qu'on pourrait appeler de l'incalculable, et qui permet aussi de repenser l'articulation entre connaissance et savoir. Ça c'est un principe pharmacologique très important dans nos travaux, c'est de considérer, alors c'est un présupposé, hein, que les connaissances sont aujourd'hui pratiquement toutes automatisables ou calculables. C'est-à-dire que on parle de technologie de la connaissance, knowledge engineering, on dit souvent dans le monde des ingénieurs. C'est tout à fait important, tout à fait intéressant, mais il faut apprendre à pratiquer ces technologies de la connaissance pour accéder au domaine du savoir, qui pour nous est plutôt du domaine de l'incalculable, précisément. C'est-à-dire alors ça ne veut pas dire que c'est couper des connaissances, nous avons besoin de connaissances, nous avons même besoin de compétences, mais voilà, ne réduisons pas trop vite l'intelligence à la question de la connaissance, ou même pire, à la question des compétences, c'est ce que font beaucoup de DRH aujourd'hui, hein, cette approche par les compétences, vous avez dû en entendre parler, même y compris au sein de l'université. Donc on peut être critique de cette approche réductionniste à la question des compétences. En même temps, elles existent. Il y a des gens qui savent conduire, il y a des gens qui savent écrire des thèses. Voilà, il y a des compétences. Mais comment est-ce qu'on dépasse ces compétences pour accéder au niveau des savoirs? Et Sophie l'a rappelé dans l'introduction. C'est pour ça qu'elle est très bien votre introduction, parce que nous considérons la question du savoir pas seulement au plan théorique. Hein. Effectivement, il y a des savoirs théoriques, mais il y a aussi des savoirs pratiques, hein, on dirait des savoir-faire, et des savoir-vivre, hein, donc qui sont à l'œuvre et qui s'appuient plus ou moins sur de l'automatisme, des connaissances, de la gestion de connaissances. Alors, historiquement, cette question pharmacologique et organologique, hein, puisque finalement, pour nous, penser la pharmacologie, ça passe par la compréhension des organes, hein, la compréhension des organes biologiques, du corps, la question, bien sûr, de la cognition. Donc, il y a un dialogue avec les sciences cognitives, hein, critique aussi, parce que les sciences cognitives ont tendance à aussi oublier cette question du milieu et du milieu technique qui entoure les questions cognitives. On ne peut pas isoler l'intelligence au cerveau même, hein. C'est très clairement dans l'entre-cerveau et dans le milieu, Stigler le dirait, le milieu noétique, hein, que se situe cette question de l'intelligence. Et donc l'approche organologique et pharmacologique, parce qu'elle s'intéresse à ces organes dans leurs relations. Alors voilà, l'ouvrage un peu séminal, hein, sur ce sujet, c'est Organologie des savoirs et technologies de la connaissance, 2012, titré Digital Studies, parce qu'il y avait aussi cette volonté de créer à cette époque un réseau de recherche, d'ailleurs on pourrait dire interdisciplinaire, hein, à travers ces Digital Studies qui étaient en elles-mêmes une critique des Digital Humanities, hein, qui elles aussi sont soumis à cette injonction du pouvoir des connaissances,
de la calculabilité, à travers voilà, les techniques d'analyse automatique du langage, le TAL, etc. etc. Donc une critique des Digital Humanities en disant non, il ne faut pas considérer la question du numérique uniquement comme un outil, un instrument au service des sciences en général, mais et en particulier au service des humanités. Il faut l'étendre à toutes les disciplines de l'esprit. C'est pour ça que ce terme Digital Studies est plus large que Digital Humanities. Et puis au même moment, donc lancement de cette revue, pas très loin d'ici, c'est Franck Cormeret à Bordeaux qui a initié cette revue Études digitales, qui a cette ambition d'être interdisciplinaire aussi, hein, avec beaucoup de réflexions sur le numérique, mais de manière très transdisciplinaire. Et puis donc le dernier ouvrage dirigé par Stigler, qui a été un petit peu fondateur de beaucoup de pistes sur lesquelles beaucoup de chercheurs continuent à travailler, un ouvrage bifurqué, sous-titré « Il n'y a pas d'alternative », il faut bifurquer. Alors ça a été quand même assez confirmé par ce qu'on appelle aujourd'hui les bifurqueurs, que vous avez peut-être dans vos classes, hein, les étudiants qui effectivement sont dans se sentent une obligation de ne pas suivre les voies du calcul ou les voies de la compétence que je critique, mais de reprendre les choses à leur base pour bifurquer. Alors, quelques dates par rapport à cette épistémologie, on pourrait dire, qui a été initiée en 2012, hein, à travers donc les ouvrages que je viens de présenter, mais aussi une tentative de faire rentrer cette conception à l'ANR, hein, puisque c'est aussi le cœur du réacteur, si je puis dire, hein, les financements ANR. C'est en 2013 le lancement de l'axe transversal qui existe toujours, hein, c'est les axes 8 en général dans les appels génériques de l'ANR, qui s'appelait à l'époque en 2013 Révolution numérique, alors qui aujourd'hui malheureusement a tendance à être récupéré beaucoup par les sciences dures, hein, et notamment les sciences du numérique, comme on dit, les sciences du numérique. Alors qu'à l'époque où avec Stigler, donc on avait lancé cet axe de recherche à l'ANR, c'était beaucoup plus transdisciplinaire que ça, avec une approche sciences humaines forte, un peu à la base, à l'origine, hein, comme ce que vous avez aussi souligné dans votre introduction, introduire les SHS de manière fondamentale à l'origine des projets, et pas juste comme instrument de validation, d'acceptabilité, comme vous l'avez souligné. Je vis ça comme vous, bien sûr, ou d'éthique. Hein, souvent sollicité pour faire de l'éthique sans trop savoir exactement ce qu'on entend par là. Pour nous, l'éthique n'est pas du tout réductible à des normes, justement. Elle est une pratique, et une pratique située. Donc ça veut dire que quand on fait de l'éthique du numérique, il faut faire du design. Il faut construire des dispositifs. C'est un peu l'ambition aussi de l'IRI, et faire de l'expérimentation. Alors, la méthode qui a été aussi proposée à cette époque, en 2014, c'est la méthode de la recherche contributive. Là, par contre, il y a une filiation assez évidente que vous devez connaître, hein, qui est celle de la recherche-action, où le chercheur n'est pas juste observateur, il est participant à une cause, hein, à une pratique, il n'est pas juste observateur de son sujet. Et donc, dans la recherche contributive, nous ajoutons la dimension des habitants, hein, c'est-à-dire il y a une dimension politique et sociale qui fait qu'on considère aussi les habitants comme co-auteurs, co-acteurs, co-constructeurs des résultats de recherche, donc dans le cadre de la recherche contributive. Ça, c'était déjà dans le rapport Jules Ferry 3.0, c'est un rapport qui avait été produit par le Conseil national du numérique
où la recherche contributive était déjà exposée. Il y a eu un gros projet ANR sur ce sujet qui s'appelait Épistémé, précisément, sur ces questions d'épistémologie du numérique, plutôt dans le champ des sciences dures d'ailleurs, enfin pas que, puisqu'il y avait à la fois une équipe d'astrophysiciens, mais aussi une équipe d'historiens, donc qui était impliquée sur cette réflexion. La revue Études digitales, j'en ai déjà parlé, et puis aujourd'hui donc des programmes beaucoup plus ancré sur le terrain que je vais présenter, le programme Territoire apprenant contributif sur la Seine-Saint-Denis. Ça ne veut pas dire que parce que nous faisons de l'expérimentation locale, il n'y a pas une conception plus large, notamment à travers la question de l'internation, qui nous a occupé de 2018 à 2020. Le savoir, pour nous, est toujours situé, est toujours local, mais il a des répercussions et des conséquences politiques, y compris dans le niveau macroéconomique, on dirait. Et aujourd'hui, donc, plutôt des projets transversaux, interdisciplinaires, qui sont menés dans le réseau Digital Studies, notamment les projets Real Smart Cities, qui est plutôt sur une critique des Smart Cities dans le champ de l'urbanisme, et aujourd'hui le programme NEST, donc Networking Ecologically Smart Territories, plutôt sur les questions de localité et de milieu dans le contexte grave de crise écologique et d'impératif aussi de se questionner sur qu'est-ce que peut être une planification écologique, qui est un gros sujet pour les habitants, mais aussi pour les décideurs et les collectivités avec qui nous travaillons. Alors, cette approche pharmacologique, nous l'expérimentons de manière très concrète. Je vais vous donner juste quelques exemples. Dans le cadre des ateliers de capacitation, on les appelle comme ça, que nous menons en Seine-Saint-Denis, nous travaillons avec des mères de famille. Donc c'est un groupe de mères de famille qui se réunit à la PMI Pierre Sémard, protection maternelle infantile de Pierre Sémard, pour réfléchir à la surexposition aux écrans de leurs enfants et aux addictions de manière générale qui sont à l'œuvre et qui sont pas juste des questions qu'on peut réduire à des explications sociales. Ça, c'est un peu la facilité de dire « Ah bah oui, mais c'est toujours les mêmes qui sont défavorisés socialement, qui sont addicts et qui subissent les pathologies du numérique. » Non, je pense que nous les subissons tous. Il n'y a pas de raison de faire cette distinction sociale, même si elle a son rôle, bien sûr. Il y a des questions de design. Il y a des questions de design, il y a des questions de dispositifs. Par exemple, dans le dispositif Candy Crush, il y a... mais je pourrais aussi prendre TikTok comme exemple, qui est un dispositif de scrolling infini de vidéos. Vous avez là des questions de design qui sont une grande partie des explications des pathologies addictives que l'on reconnaît aujourd'hui à travers des études. Alors, cette addiction, elle est aussi à l'œuvre dans le phénomène du nudging, ou des nudges, qui devient une arme politique aussi, puisque c'est même le gouvernement qui lâche cet article de 2021 qui reconnaît, tester l'utilisation des nudges à l'époque du Covid. C'était pour faire prendre conscience aux gens de la nécessité de se vacciner. Mais voilà, avec cette idée que on ne peut pas faire appel, on ne fait plus appel à la raison, on fait appel au réflexe, puisque le nudge, c'est bien ce qui nous fait appel à notre énergie primaire et à notre... certains chercheurs même parlent d'une production de dopamine qui est en jeu, parce que des questions hormonales dans ces dispositifs qui provoquent ce réflexe. Et vous avez une petite série qui est très intéressante sur Arte, qui s'appelle Dopamine, précisément, où toutes les applications numériques sont passées en revue. Vous avez Uber, TikTok, Facebook, etc., qui sont passés en revue. Et là, Uber, vous voyez, c'est typiquement un nudge qui est mis en scène dans cette mini-série de Arte, où le chauffeur est
est réellement en prise directe avec une interface qui le pousse à faire une course supplémentaire. Hein, voilà, avec, vous voyez, c'est le dispositif très graphique hein, qui lui dit voilà, tu reçois une notification comme quoi tu vas pouvoir passer au vert. Hein, si tu fais encore une course, tu vas atteindre les objectifs de la journée. Et alors, c'est mis en scène puisque le chauffeur en question a un accident mortel à cause de cette injonction, parce qu'il bien sûr il est épuisé à la fin de sa journée de travail. Bon, derrière cette question, il n'y a pas juste une question de design, il y a aussi toute une question de politique industrielle, bien sûr, puisque c'est le pouvoir des plateformes, hein, qui a été dénoncé d'ailleurs sur le plan juridique, vous le savez, puisque les plateformes aujourd'hui sont reconnues par la justice dans bien des cas, bien des jurisprudences comme des employeurs qui subordonnent les personnes qui sont censées ne pas être salariées. Donc, en fait, on est soi-disant en dehors du champ de la subordination, en dehors du champ de l'emploi, mais en fait, la plateforme joue vraiment un rôle de gouvernementalité et de domination. Alors, que Alain Supiot a très bien décrit dans la gouvernementalité par les nombres, hein, qui est la gouvernance par les nombres, pardon, qui est à l'œuvre aussi derrière ces dispositifs, oui, ce qu'on appelle nous des exorganismes planétaires hein, aujourd'hui. Alors, je passe sur la pharmacologie parce qu'on pourra en discuter peut-être dans la phase de discussion, mais il y a beaucoup d'études qui aujourd'hui apportent des preuves hein, scientifiques de corrélation forte entre les temps de connexion aux écrans et ici les dépressions ou même les suicides d'adolescents aux États-Unis. Sur TikTok, il y a eu beaucoup d'études réalisé sur les raisons de l'addictivité du dispositif TikTok. J'en ai cité un qui est très évident, qui est le scrolling infini de vidéos. Le fait qu'en fait, vous vous lancez dans une tâche dont vous ne mesurez pas l'horizon de temps. Hein, c'est la perte de contact avec la temporalité. C'est assez saisissant. C'est-à-dire, autant on pourrait vous dire, bon, ben, vous avez 10 vidéos à consulter. Très bien, donc l'horizon de temps est déterminé. Ça, c'est un système que j'appelle de bienveillance dispositive. Je reviendrai sur ce terme, parce que voilà, il jalonne, il balise, il réintroduit une temporalité, un horizon. Ça n'est pas du tout le cas dans les systèmes de scrolling infini que vous avez sur Google aussi, hein, avec les articles, les vidéos qui vous sont proposés à l'infini. Donc ces questions de design sont très importantes dans la pharmacologie, dans une pharmacologie du numérique qui nous semble tout à fait nécessaire. Donc c'est le travail que nous menons ici dans l'atelier clinique contributive, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est un atelier qui est dirigé et animé scientifiquement par Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre. Je crois que dans la salle, il y a quelques personnes qui sont dans ce domaine. Je pourrais vous donner les références de son livre, hein, Le bébé au temps du numérique, qui décrit très très bien ces mécanismes de surexposition. Alors, c'est pas surexposition du bébé en tant que tel, hein, c'est plutôt la maman, hein, ou les parents en tout cas, qui sont distraits d'une relation absolument indispensable dans les premiers âges, notamment entre 0 et 3 ans. Ils sont distraits d'une relation directe à l'enfant par le téléphone, le smartphone, et si on va plus dans le détail, par certaines applications bien précises et bien addictives. Encore une fois, nous ne sommes pas technophobes à l'IRI, hein. On fait du développement informatique, on fait du développement numérique, donc il ne s'agit pas de mettre tout dans le même sac, mais de repenser à la fois le design et les conditions pratiques hein, d'utilisation de ces dispositifs, dans un contexte, et ça c'est très simondonien, qui est toujours collectif. C'est-à-dire que nous n'étudions jamais le rapport d'une personne à son écran. Ça aussi, c'est un principe organologique important, c'est qu'il y a aussi l'organologie sociale, et donc il faut toujours considérer le rapport au numérique dans un contexte collectif. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que dans le cas des mamans qui sont là, on m'a dit, ou mes amis m'ont dit que c'était bien de jouer une chanson sur YouTube pour mes enfants plutôt que de chanter moi-même. Parce que voilà, il y a aussi cette... Gunther Anders parlait de honte prométhéenne, hein, de complexe par rapport à ce que la technologie peut faire mieux que moi. Hein. Je suis toujours un sentiment d'infériorité par rapport
à ces dispositifs. Et qui reprend beaucoup les principes de la psychothérapie institutionnelle de Tosquelles, à travers la clinique de la Borde, de Saint-Alban, une histoire très riche du prendre soin, pas que prendre soin des uns des autres, mais aussi prendre soin de l'institution, et donc des techniques et des outils, et qui est aussi tout à fait à l'œuvre dans l'histoire des alcooliques anonymes, où il ne s'agit pas de rejeter l'alcool, c'est encore une fois trouver la normativité à l'œuvre dans une pratique raisonnée de l'alcool, qui a été très bien étudiée par Gregory Bateson, notamment dans son livre sur l'écologie de l'esprit. Alors c'est un travail qui est très politique aussi, puisque beaucoup de parlementaires s'intéressent à cette question en ce moment. Nous venons de finir un cycle de forums citoyens, très intéressant d'ailleurs, une démarche qui associe une quarantaine de citoyens tirés au sort dans 8 circonscriptions de députés. Et donc à l'Assemblée nationale se sont tenues pendant 6 mois des discussions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer, éventuellement même au niveau des propositions de loi, pour l'affichage, pour la sensibilisation, pour le livret de santé, pour la formation des personnels, notamment les personnels de la petite enfance, qui parfois eux-mêmes ne se rendent pas compte, mais sont distraits par l'utilisation des appareils numériques. Donc c'est un travail qui va se poursuivre, qui va donner ses conclusions bientôt, d'ailleurs. La dernière séance était il y a un mois. Et puis localement, donc, cette clinique contributive est en train d'essaimer, avec l'aide et le soutien de la mairie de Saint-Denis, mais aussi de la mission interministérielle de lutte contre les pratiques addictives, qui est une mission interministérielle qui essaie de réfléchir aussi à la question du numérique, à travers un collectif de parents. Donc ça, c'est très intéressant de voir que la pharmacologie, ça se gère collectivement, et là, avec ce collectif de parents ambassadeurs, entre guillemets, c'est-à-dire des parents qui sont là, bien sûr, pour acquérir des connaissances. On travaille sur les études publiées, sur les dispositifs, mais aussi pour pratiquer ces connaissances dans un savoir partagé, et également un savoir qui peut être valorisé. C'est là qu'il y a la notion d'économie contributive dans nos travaux toujours, où il y a toujours intermittence entre des possibilités de capacitation et des possibilités de valorisation dans le champ économique. C'est une intermittence fondamentale qu'on essaye de retrouver et de soutenir à travers même un revenu contributif. Donc certains des parents qui sont dans ce groupe, nous les soutenons par... c'est un proto-revenu contributif, c'est encore pas du tout institutionnel, et puis même dans la loi, nous n'avons pas la possibilité de proposer ça n'existe pas. Il faudrait avoir une exception à la loi, comme Territoire zéro chômeur de longue durée, par exemple, l'a obtenu. Ces parents reçoivent un revenu contributif qui leur permet de continuer à se capaciter, à condition, et c'est là que ce n'est pas un revenu universel, comme on a pu, bien sûr, le théoriser, le proposer à travers Bernard Friot, ou plus récemment Benoît Hamon en 2017. Vous savez, c'était sa grande thématique de campagne, l'impôt sur les robots et la possibilité donc de soutenir les habitants à travers un revenu que lui appelait universel, un revenu universel. Donc là, il ne s'agit pas d'un revenu inconditionnel, c'est pas un revenu attribué à tout le monde, c'est un revenu conditionnel, puisque c'est le principe en fait des intermittents du spectacle. Il y a revenu attribué à la personne, à condition que cette personne tire profit de son temps de capacitation qui lui est donné par le revenu pour trouver des possibilités économiques, d'intervention, de valorisation économique. Et donc, c'est le même principe que vous avez chez les intermittents du spectacle, où il y a toujours obligation de faire un certain nombre d'heures dans l'emploi pour pouvoir être soutenu par l'indemnité d'intermittence, l'indemnité chômage.
Ah oui, voilà donc la référence du livre dont je vous parlais, hein, sous-titré Quel risque pour notre humanité, le bébé au temps du numérique chez Marie-Claude Bossière, ou bien ce livre collectif aussi qui aborde ces questions de soins, de pharmacologie, donc que j'ai co-dirigé en 2021, je pense, oui, ou 2022, Prendre soin de l'informatique et des générations. Alors, j'accélère un petit peu sur les principes, cette fois-ci, organologiques. Donc, comme je l'ai indiqué, ces sources de l'organologie sont multiples. On pourrait d'ailleurs commencer par une source peut-être un peu inhabituelle, et c'est l'organologie en musique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé avec Stigler à l'IRCAM, puisqu'il a été directeur de l'IRCAM pendant 5 ans. L'organologie en musique, c'est bien sûr les organes musicaux, hein, les instruments qui composent l'orchestre, mais c'est aussi les partitions, donc c'est aussi la question de l'écriture qui intervient dans l'organologie musicale. Et puis bien sûr c'est social, parce que quand on parle d'organologie musicale, c'est voilà, est-ce qu'on a affaire à un quatuor à cordes, est-ce qu'on a affaire à un grand orchestre, dans quelles circonstances culturelles la musique est-elle produite. Donc c'est intéressant de prendre l'organologie dans ce sens-là. Mais si on remonte un peu plus loin, on a déjà cette conception organologique à travers l'organon chez Aristote. Et l'organon chez Aristote, c'est une conception des catégories, hein, donc dans ce livre notamment là, une catégorie sur l'interprétation des Herménéia, qui nous montre à quel point les catégories d'Aristote ne sont pas des catégories transcendantales au sens où elles seraient coupées de leur matérialité du tout. En fait, il y a très largement les catégories d'Aristote, hein, vous savez, les 10 catégories d'Aristote sont des catégories de la langue. C'est des catégories de la langue, et c'est ça qui est très intéressant pour les linguistes qui sont ici. Je crois que j'en ai entendu un ce matin. C'est intéressant de reprendre aussi Aristote à travers la linguistique et pas la métaphysique. Le roi Gourand, bien sûr, qui est une source d'inspiration très importante à travers sa technogenèse, hein, c'est-à-dire sa conception un peu évolutionniste, hein, des outils, hein, et des techniques, qui bien sûr a beaucoup inspiré nos travaux, le travail de Stigler. Sylvain Auroux, encore une fois, dans le champ linguistique, hein, à travers la question de la grammatisation, comment finalement, c'est pas juste une question de langue, c'est aussi le fait que nous grammatisons en permanence le temps. Hein, c'est le propre de notre activité humaine que de fabriquer des grammaires et des vocabulaires. On voit bien que c'est un problème d'ailleurs dans l'interdisciplinarité, parce que nous avons chacun nos grammaires et nos vocabulaires, mais c'est peut-être l'activité la plus noble qui soit. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le numérique, c'est que cette grammatisation est prise en charge, ou plutôt court-circuitée par les algorithmes, hein, puisque on est très largement dans des modèles statistiques. On l'a bien vu ce matin, c'était présenté comme historique, hein, chez von Neumann. Il y a déjà le principe d'un traitement statistique des connaissances qui est à l'œuvre dans ChatGPT, hein, qui est vraiment le fondement des intelligences artificielles, c'est-à-dire il y a très peu de règles encore dans ChatGPT. En tout cas, il n'y a pas de règles grammaticales, au sens où nous, humains, l'entendons. Il y a des règles algorithmiques, il y a des règles de probabilité, mais on est clairement dans une toute autre intelligence que celle que nous connaissons à travers le maniement de la langue. Là, je parle sous contrôle des linguistes, mais ça sera une discussion peut-être intéressante. Donc la grammatisation est intéressante à reconsidérer dans le champ de l'organologie. Donc Simondon, j'en ai dit quelques mots. Effectivement, chez Simondon, il y a cette idée que le sujet n'existe pas. Donc, on n'est pas dans une approche ontologique du tout. On est vraiment dans une ontogenèse, et nous sommes le produit d'une interaction entre une individualité, on dirait chez Simondon une pré-individualité, c'est-à-dire du potentiel, du désir, et un milieu socio-technique. Donc, c'est bien sûr très intéressant de reconsidérer l'organologie
à travers cette théorie du milieu chez Simondon. Et puis Canguilhem, donc je l'ai déjà indiqué. Alors l'organologie est toujours, elle n'est pas réductible aux organes non plus. C'est-à-dire qu'il y a l'entre-organe est très important. Donc les relations entre organes sont très importantes. Ça c'est surtout présent chez Derrida et chez Stigler. Et chez Stigler, ce concept de l'idiotexte est très intéressant puisque finalement l'idiotexte ou l'interprétation, l'herméneutique, si vous voulez, c'est toujours moi-même décalé par rapport au texte. C'est-à-dire, si je reprends ces mots, l'idiotexte, une mémoire émue par sa propre textualité, par son prétexte, par son fantôme, sa trace, on dirait chez Derrida. Et une différence qui est productrice d'une localité. Localité étant toujours le lieu du savoir chez Stigler. Alors là, je vous ai mis la référence parce que c'est très interdisciplinaire ce texte, donc très intéressant à la fois pour les gens qui s'intéressent à la psychanalyse, à Freud, à la linguistique. C'est d'ailleurs publié dans la revue de l'Association pour la recherche cognitive et intellectique. Donc le concept d'idiotexte, ça date de 2010. Et puis vous avez ce schéma qui était pas toujours expliqué par Stigler, mais qui est ce qu'il appelle les rétentions, les rétentions primaires, secondaires, tertiaires, pour parler des rétentions artificielles, des supports hypomnésiques. Voilà, ces spirales que nous sommes, individuellement bien sûr, mais immédiatement aussi collectivement dans des spirales successives de collectifs dans des collectifs, etc. Dans une espèce de spirale générale qui constitue l'ensemble du monde connu. Voilà, et pour finir sur l'organologie, je l'ai déjà indiqué, chez les artistes, toujours cette capacité à dépasser le dispositif. On avait même expérimenté ça avec des artistes de jazz, avec Bernard Lubat, là, vous savez, en photo, avec qui on avait donc vraiment théorisé cette question de l'improvisation musicale, mais aussi improvisation théâtrale, improvisation dans tous les domaines où on passe quand même par des phases d'automatisation, que ce soit des partitions, des textes, des pilotages, quels qu'ils soient. On pourrait même dire que dans le numérique, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu vidéo, vous pouvez suivre le jeu de manière totalement en pilotage automatique, si je puis dire. Vous allez suivre le flux de ce qui vous est proposé, mais vous avez aussi la possibilité de vous décaler à certains moments, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir... alors pas dans tous les jeux vidéo. C'est là aussi que le design, il faut pas l'oublier, est toujours important. Mais il y a des jeux, je en présenterai notamment un qui s'appelle Minecraft, Minetest, qui est un jeu de construction en fait, que nous expérimentons avec des écoles, des collèges et des lycées en Seine-Saint-Denis, où là il y a vraiment possibilité de se décaler parce qu'il faut réfléchir. Alors on peut aussi jouer à Minecraft brutalement en cassant tout. Vous avez un marteau et puis voilà, vous pouvez passer votre temps à casser des briques. Mais vous pouvez, et le jeu est designé pour ça, aussi construire. Donc imaginer des matériaux. Voilà, si vous avez des enfants, vous avez sûrement entendu parler de Minecraft et vous l'avez vu. Donc il y a toujours cette ambiguïté pharmacologique. Voilà. Est-ce que je fais juste ce que le système m'incite à faire instinctivement, c'est-à-dire casser des briques, ou bien est-ce que je construis, est-ce que je réfléchis à ce que je vais construire, et là ça va très loin dans le projet que je vais vous présenter in fine. Donc je vais devoir aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe, et puis si on veut avoir quelques questions. Voilà, bon, ça c'est quelques-unes des relations organologiques. On parle aussi d'intermittence organologique parce qu'on n'est jamais totalement dans la lecture. On est toujours en entre deux, entre lecture et écriture. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait pousser dans l'approche organologique. On n'est jamais uniquement dans une phase d'analyse. On a toujours aussi une ouverture vers la synthèse. On n'est pas que dans l'espace, mais on reconsidère le temps à travers des dispositifs qui nous donnent un horizon de temps. On n'est jamais totalement dans le synchronique, ou alors c'est grave si on est totalement dans le synchronique, mais on a possibilité de dialogue, de diachronique, de réseau social éventuellement, associé à par exemple des réseaux sociaux dans le jeu vidéo sont très intéressants, parce qu'ils cassent cette logique synchronique par le dialogue. Alors
Bien sûr, c'est pas toujours du Shakespeare, hein, le dialogue dans un jeu vidéo, dans le fil Discord d'un jeu vidéo comme Minecraft, c'est où est-ce que tu vas, bon voilà. Mais il y a déjà en germe un antidote quelque part, on dirait un antidote au pharmacone qui est intéressant. Bon, je vous détaille pas toutes les tensions, hein, les articulations qui sont aussi au fondement de ce que j'appelle la bienveillance dispositive. Hein. C'est un peu des conditions aussi pour designer des systèmes de bienveillance dispositive, jusqu'à la question de l'emploi et du travail, hein, à travers le revenu contributif, ce que je vous ai présenté déjà précédemment, où on n'est pas que dans la subordination, mais aussi dans la capacitation, c'est-à-dire plutôt l'espace du travail, au sens où pour nous, le travail est beaucoup plus que l'emploi. Hein, ça ne se limite pas du tout à l'emploi. Alors là, les références, c'est plutôt Stigler, Organologie de la libido, dans la Deleuziana, qui est une revue deleuzienne de 2017. Et puis le vocabulaire Ars Industrialis. Ars Industrialis, c'est l'association que Stigler avait créée à peu près en même temps que Feuillery, en 2005, pardon. Bon, je vais pas pouvoir présenter tous les concepts qui sont sous-jacents à la bienveillance dispositive, mais Sophie a un peu fait allusion à Emmanuel Belin, donc sociologue belge, qui malheureusement disparu aussi, qui avait beaucoup réfléchi à cette question de la logique dispositive, bienveillante, travaux qui avaient été repris par Louise Merzeau, si vous connaissez un petit peu les sciences de l'information et de la communication, c'était quelqu'un qui était vraiment très, très reconnu, qui avait fait beaucoup de travaux interdisciplinaires très intéressants. Et donc cette question de la logique dispositive, elle s'inspire beaucoup de Winnicott, donc dès l'enfance, hein, c'est le fait que l'enfant est déjà en relation avec un dispositif qui alors est bienveillant si il lui ouvre un espace, hein, ce que Winnicott appelle un espace transitionnel, et qu'il étend in fine à la question de la culture finalement, mais qui n'est pas toujours à l'œuvre du tout avec certains dispositifs numériques où justement il n'y a pas ce tiers-là, il n'y a pas cet espace transitionnel qui se dégagerait. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, oui, où le smartphone c'est le nouveau doudou, hein, le nouvel objet transitionnel, c'est dans grande partie un court-circuit quand même de l'objet transitionnel. Voilà, donc j'aurais pas le temps de détailler tous les fondements de cette question de la bienveillance dispositive, mais je vous renverrai peut-être à des travaux que nous menons actuellement sur le jeu, hein, donc, et notamment sur l'histoire du jeu, le jeu et l'enfance, la théorie des jeux. Alors on reviendra sur Fondemann, ça sera le colloque des entretiens du nouveau monde industriel. Je fais un peu de publicité, les 18 et 19 décembre au Centre Pompidou, que nous organisons donc cette année sur le thème jeu, geste et savoir, hein, précisément pour essayer de montrer quelques pistes qui nous sortirait de cette gouvernementalité algorithmique absolue dans laquelle ChatGPT nous projette encore plus fort aujourd'hui. Même si, avec ChatGPT, il y a moyen certainement de réintroduire des règles, de réintroduire de la grammaire. Le problème est que la grammaire de ChatGPT n'est pas forcément accessible ou très compréhensible. Mais alors là, avec les linguistes, justement, on y réfléchit dans un programme qui s'appelle Écrit Plus. Nous sommes partenaire c'est un gros projet avec une vingtaine d'universités en France sur l'enseignement du français qui s'appelle Écrit Plus, où la question de comment est-ce qu'on réintroduit la connaissance des règles, la connaissance des grammaires lorsqu'on a affaire à des dispositifs de production automatique, production statistique du langage. Et c'est assez passionnant. Donc, il y a cette question qui sera traitée dans ce colloque 18 et 19 décembre. Bon, après je vais le sauter hein, sur la grammatisation, j'avais surtout des exemples, mais c'est un peu des exemples historiques, hein, ce qu'on avait fait à l'IRCAM sur la grammatisation dans le champ musical, donc la possibilité de partitions à noter. La notation est un élément très important pour développer une organologie contributive. Hein. C'est forcément aussi utiliser les supports de mémoire ou les supports de lecture pour en faire des outils critiques, des outils de commentaire,
ici dans le champ du cinéma, c'est les tout débuts des travaux de Liry, hein, les regards signés, avec des critiques de cinéma à partir d'une visionneuse de films, hein, qui s'appelait Ligne de temps, donc qui est une visionneuse qui permettait de spatialiser le film et de le commenter segment par segment. Donc vraiment de faire des nouveaux ouvrages critiques à partir de là. Hein. Alors, qui malheureusement a un peu subi l'obsolescence technologique, parce que c'est un développement qu'on n'a pas pu maintenir, mais il y a plusieurs visionneuses vidéo qui existent toujours. Je pense à Advin, dans l'équipe de Lyon, là, de ex Yannick Prié et Jean-Pascal Champin, et Alain Mille, donc, qui ont développé ce système. Enfin, il y a plusieurs systèmes d'annotation vidéo qui existent, et aussi d'annotation de texte, hein, bien sûr, puisque nous, on utilise beaucoup le système Hypothesis, par exemple, qui est un système d'annotation de texte, qui est une sorte de calque, de filtre, qui vous permet de commenter les pages web en surimpression de la... Donc ça, c'est typiquement une organologie positive, une bienveillance dispositive qui peut être utilisée, mais qui n'est pas connue, hein, le grand public. Le grand public, d'ailleurs, il y a des études qui l'ont montré, n'utilise même plus, moi-même je l'utilise plus, hein, le bookmarking. C'est-à-dire, on a arrêté de se constituer une mémoire. On n'utilise plus la fonction de bookmark du navigateur en se disant « Ah, mais ce site, il est intéressant ». Pourquoi ? Parce que les algorithmes sont tellement puissants que vous retapez quelques mots et le moteur de recherche est censé vous retrouver le site qui vous intéresse. Alors bon, certains d'entre vous peut-être sont attachés à continuer à l'utiliser, et c'est très bien. Il faudrait d'ailleurs réintroduire une pratique du bookmarking, par exemple, qui serait tout à fait intéressante. Alors aujourd'hui, nous expérimentons cette organologie contributive dans le jeu vidéo à travers ce système, ce dispositif, alors qui n'est pas Minecraft, qui est Minetest, une version libre de Minecraft. Ça a son importance aussi parce que le logiciel libre, c'est aussi la condition de production d'un commun. À partir du moment où les élèves s'investissent beaucoup, et ils passent beaucoup de temps à construire, ici c'est le collège Raymond Poincaré à la Courneuve, hein, je peux vous dire qu'ils ont passé beaucoup de temps à reconstruire leur collège, et ils ont introduit beaucoup de métadonnées, hein, de commentaires. Oui, moi je voudrais des arbres, je voudrais une cour qui soit pas genrée, je voudrais un espace avec de l'eau, avec des bassins, etc. Donc toute cette richesse, hein, qui bien sûr peut être formalisée sous forme de data, mais en fait qui va bien au-delà des data, hein, qui est tout le savoir qui a été échangé dans les ateliers de production de ces réalisations dans le jeu Minetest. Il faut en prendre soin et les préserver pour qu'elles puissent aussi aboutir à des réalisations concrètes, hein. C'est à ça que nous travaillons avec des architectes en Seine-Saint-Denis, et permettre d'être un outil de production de savoir dans lequel on puisse s'investir avec confiance, avec toutes sortes de catégories, alors qui peuvent vous paraître très anecdotiques, hein, mais sur les outils, les matériaux, et on peut en rajouter. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle le modding, hein, ce sont des mods. On peut rajouter des éléments d'interaction dans le jeu. Le jeu n'est pas fermé. Vous pouvez rajouter des éléments d'interaction, inventer des outils, inventer des matériaux, et les ajouter à la bibliothèque. C'est ce qu'on appelle vraiment, nous, dans notre langage, d'un processus de grammatisation. Parfois, vous voyez, il prend la forme très classique d'écrire sur un tableau, peut-être en surimpression par rapport au plan d'aménagement urbain sur lequel on va travailler dans le jeu vidéo. Mais on est bien dans une grammatisation active. Ou une catégorisation, alors là ici c'était plutôt dans le système ligne de temps, dans la vidéo, avec cette idée d'échanger des tags, hein, associés au système d'annotation, qui sont liés non pas uniquement aux catégories thématiques, mais aussi à des métacatégories, type compréhension, trouble, surpréhension, commentaires, des mots-clés. Et là, vous le voyez donc, dans le système Hypothesis dont je parlais, avec des possibilités de commentaires, avec des typologies de tags qui permettent aussi de favoriser ce que Stigler appelait, à la suite de Simondon, de la transindividuation, hein, c'est-à-dire d'une poursuite de dialogue, parce que tu as mis le même tag que moi, tu as été troublé
comme moi à cet endroit du texte, donc j'ai un système qui m'alerte que tu as été troublé comme moi à la lecture de ce texte à cet endroit du texte, et donc je vais pouvoir poursuivre un dialogue, une discussion, éventuellement une intervention en classe. Vous voyez, c'est aussi des systèmes qui sont intéressants à utiliser en intermittence, j'allais dire, avec un cours traditionnel, où on peut prolonger le cours à travers ces outils, ou ces vocabulaires contributifs, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser des tags sur des textes pour transformer des mots en entrées de dictionnaire. Donc, et à des dictionnaires qui peuvent être selon des perspectives disciplinaires différentes, avec des espaces de discussion, avec des sources différentes. Enfin, c'est vraiment un outil, ce qu'on appelait nous le web herméneutique, c'est un peu ce genre de dispositif. Et puis alors j'en viens à la contribution à la délibération, toujours dans l'exemple du programme Urbanité numérique en jeu, donc ce programme qui utilise le jeu vidéo Mindtest, qui a pris un peu comme prétexte un aménagement urbain majeur de la Seine-Saint-Denis, hein, qui est le village olympique, qui va être utilisé par les athlètes en 2024, l'année prochaine. Bon, ça ne nous intéresse pas tellement, à vrai dire, 2024. Ce qui nous intéresse, c'est après, c'est-à-dire la reconversion de ce site, puisqu'il va être reconverti en quartier d'habitation. Et donc voilà, réfléchir à qu'est-ce que va devenir ce quartier, c'est là-dessus qu'on travaille avec des architectes, des urbanistes, et puis des établissements scolaires, en ayant en tête que tout ce chantier a été mené dans une technologie qui est typiquement un pharmacone et qui peut être très dangereuse, hein, qu'on appelle le BIM, Building Information Modeling, c'est-à-dire qui est un peu la terreur des architectes. Vous savez, l'architecte a comme paradigme traditionnel le plan, hein, donc, et le dessin. Ici, c'est une base de données. Hein, donc, il faut d'abord rentrer dans la base de données les caractéristiques des matériaux, les prix. Donc, on demande finalement aux gens de se plier. Hein, nous, on appelle ça la prolétarisation, c'est-à-dire de l'ultra-spécialisation. Se plier à une logique du formulaire, si vous voulez, avant de pouvoir produire une maquette qui en plus est très souvent utilisé à des fins de communication. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est les jolies maquettes 3D qu'on vous montre, mais qui en fait sont le produit d'un travail de base de données. Donc comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cette logique du BIM, qui a déjà toute une histoire qui a été, enfin une prospective, hein, qui a été tracée à travers la gestion du temps, la gestion même de la démolition des immeubles. Comment est-ce qu'on peut penser, donc voilà, on va au-delà de ces 7 étapes, on serait une 8e étape qui serait celle d'un BIM contributif, où là c'est des habitants qui font des propositions d'aménagement sur une carte qui est la carte produite automatiquement par l'IGN à partir des données géographiques. Et donc à travers toute une phase d'enquête de terrain, de diagnostic, et puis de rendu et de présentation, alors que les élèves vraiment pratiquent avec grande joie et beaucoup de réussite, y compris, vous voyez, avec des annotations, hein, donc des précisions pour dire, voilà, là j'ai voulu faire une aire végétalisée, ici sur le quartier, un quartier de la Courneuve. Donc voilà, l'outil constitue un support d'échange aussi et de savoir. Alors, je termine avec cette question de l'industrie, parce que je voulais l'aborder, parce que je pense qu'elle est intéressante. Ouais, 2 minutes. La question de l'industrie à travers cette idée de la techno-écologie. Donc, voilà les références les plus récentes, hein, sur cette question alors, qu'on appelle chez Barthélemy et Duhem plutôt de l'éco-technologie, hein, c'est-à-dire conception écologique de la technologie. Et donc le colloque qui a eu lieu à Cerisy il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, hein, sur où sont les technologies d'avenir. Et ça, pour moi, c'est reconsidérer la question de l'industrie à travers ces paradigmes du milieu. Hein. Bien sûr, Augustin Berg qui est très important là-dedans, tous ces gens, ou même Jacob von Escul, hein, il faudrait remonter jusqu'à l'Umwelt de von Escul, mais il y a bien sûr toute une généalogie, une histoire du milieu qu'il faut reprendre pour repenser le numérique et la technologie. Sinon, nous sommes soumis à la loi du calcul et de la statistique. Voilà, donc c'est Susanna Lindberg qui parle de techno-écologie. Je pense que peut-être d'ailleurs le terme est un petit peu plus juste et moins ambigu que éco-technologie, où on pense tout de suite technologie pour l'environnement. Hein.
Alors voilà, l'économie contributive à laquelle nous attaquons en Seine-Saint-Denis, il y en a ici quelques principes. Ça reprend beaucoup la question des capacités d'Amartya Sen, la recherche contributive comme méthode, j'en ai déjà parlé, la production de communs à travers la contribution des habitants dans tous ces ateliers que je vous ai présentés. Cette question de l'anti-entropie, qui est une question théorique compliquée dans laquelle j'aurais pas le temps de rentrer, mais qui est très importante parce que le numérique est très largement soumis à des phénomènes anthropiques. Vous savez qu'on parle même aujourd'hui d'obsolescence des IA, c'est-à-dire que le fait que l'IA a besoin en permanence de se nourrir de production nouvelle humaine fait que au bout d'un moment, il n'y a plus assez de production humaine nouvelle et que l'intelligence artificielle produit du même, produit du conformisme. Et donc un phénomène typiquement d'uniformisation, de réduction au plus probable, qui est le propre de l'entropie, du mélange, si vous voulez. En physique, on dirait de l'indistinction. Donc c'est pour ça qu'on parle d'anti-entropie avec Maël Monteville et Giuseppe Longo, qui sont les deux chercheurs qui collaborent avec l'IRI et qui viennent de créer une chaire sur ce sujet à l'ENS, donc les fondements théoriques de la biologie, où il est beaucoup question d'anti-entropie. Parfois, les physiciens de l'ENS sont un peu bousculés par cette approche, qui est une approche de la biologie, mais pas de la biologie computationnelle, pas de la biologie de Jacob et Monod, où on considère que le code génétique est un code informatique. Non, on est vraiment dans une conception des contraintes, des interactions, des opérations, on dirait avec Simon. Voilà, bon, j'ai pas le temps de vous présenter toutes les conséquences économiques, puis je les ai déjà évoquées à travers la production du logiciel libre, qui est une source d'inspiration, l'intermittence du spectacle aussi, pour l'attribution de ce revenu contributif, donc que j'ai illustré à travers l'exemple des mères de famille, et qui alterne de manière intermittente des périodes de capacitation et de valorisation dans l'emploi ou l'activité économique. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que ensuite j'avais une autre illustration, mais qui est la monnaie locale que nous sommes en train d'installer, parce que ça nous occupe quand même beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que ce revenu contributif, nous allons l'attribuer aux habitants à travers une monnaie locale. Elle s'appelle l'ECO. Je sais qu'ici à Nantes, vous avez aussi une monnaie locale, mais là, la particularité, que c'est pas juste une monnaie locale pour l'échange, c'est-à-dire pour payer des biens et des services chez vos commerçants, c'est une monnaie locale que vous recevez sous condition que vous impliquiez dans des actions pour l'environnement ou pour la solidarité, enfin des priorités qui sont alors décidées par ce comité, qui est un comité quadripartite, habitants, collectivités, scientifiques et professionnels, et qui donc vous permet de recevoir sur votre porte-monnaie électronique des échos. Donc on gagne des échos en s'impliquant dans ces activités, et bien sûr on peut aussi l'utiliser pour acheter des choses. C'est une fonction d'échange mais qui est plus classique et plus traditionnelle dans les monnaies locales. Voilà, mais j'ai parlé déjà de ces entretiens, c'est ma dernière invitation pour le 18 et 19 décembre. Vous serez les bienvenus au Centre Pompidou. Ce sera aussi en ligne, donc vous pouvez le suivre à distance. Voilà, désolé, j'étais un peu long.